Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, édition multicolore. Si vous avez le goût de voir des feuilles de différentes couleurs dans les arbres, ben c'est le moment, parce que la semaine prochaine, j'ai l'impression que ça va être terminé, sauf si vous vivez, je sais pas moi, en Nouvelle-Angleterre ou dans un coin plus au sud. Alain McKenna, ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, je suis tout le temps content de savoir la météo qu'il fait en te parlant. Moi, man, je suis là pour le bulletin saisonnier quand tu veux. Écoute, En fait, il y a une fenêtre juste là, j'ai juste à regarder par là et pouf, je suis un météorologue. Ce qui n'est pas vrai du tout. Les météorologues sont des spécialistes de la chose, pas moi. Très content de te voir. On va tout de suite remercier nos partenaires TELUS et Plan Hub qui permettent l'existence de ce podcast et la subsistance des créateurs de ce podcast. Et dans cet épisode, on a un épisode chargé. Comme les feuilles mortes, les sujets tombent. Ouais, ok, je suis prêt à jouer avec ça. C'est une belle image, effectivement. Les feuilles mortes chargées de la pluie automnale là, pèsent une tonne, effectivement. Oui, on va parler de Sora, on va parler d'Intel, on va parler de jeux vidéo, on va parler ou pas des meilleurs deals d'Amazon. C'est épouvantable en ce moment, je vois que ça. On va parler d'une IA souveraine. L'intelligence artificielle, il faut que ce soit souverain, indépendant. On va parler d'essais virtuels et des Pixel Buds de Google et du Pixel 10 Fold de Google, qui me réjouit beaucoup, beaucoup. On va vous en dire plus dans les minutes qui viennent. On va parler tantôt. C'était une flopée. C'est la fin de la... Quoi qu'il y a encore les appareils Google Home à venir, là, mais c'est pas mal la fin des nouveautés mobiles, disons ça comme ça, chez Google. Ah, ben il y a OnePlus qui s'en vient. Oui, du côté hors du monde de Google. Mais pour Google, c'était ça complète le catalogue automnal. Mais effectivement, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. On n'a pas, il y a un nouveau téléphone par mois ces jours-ci, donc il n'y a pas de souci. On a beaucoup d'éléments, effectivement, t'en parles. Je vais dire ceci, important de rappeler à tout le monde que si vous nous écoutez et si vous nous regardez, nous sommes des vrais humains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas générés artificiellement par un outil vidéo quelconque. On a parlé la semaine dernière, et on va entrer de plein fouet là, dans nos expressos de tech avec cette nouvelle-là. On en a parlé la semaine dernière. Sora 2, l'outil de génération vidéo d'OpenAI a été lancé, et dans la foulée du lancement de l'outil, n'est-ce pas, on a lancé aussi l'application Sora pour iOS, donc strictement sur iPhone, et ça a pris, je vais dire, 20 minutes, et c'était l'application la plus téléchargée de l'App Store en général, mais aussi chez nous au Canada, malgré que l'application fonctionne sur invitation seulement. C'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application, elle est gratuite, on peut la configurer, mais pour accéder à ces outils de génération de vidéos, il faut avoir reçu un code d'invitation. J'ai reçu un code d'invitation, donc je l'ai essayé, et quand on a un code d'invitation et qu'on peut ensuite l'essayer, on se fait offrir 4 codes qu'on peut remettre à des amis. Si ça vous intrigue, écrivez-nous. Alain, tu m'as pas envoyé de code, Alain? Est-ce que je devrais comprendre quelque chose? Tu m'en as pas demandé. J'ai pas... J'ai juste joué avec la semaine passée. Je vais pas abuser, Alain, là. Je vais pas... Ah, tabarnouche. Bon, fait que je vais pouvoir te remettre un code dans la prochaine heure, le temps de retrouver, parce que mon téléphone est aussi une caméra, donc je peux pas le faire maintenant. Sora, l'application pour iPhone, c'est essentiellement le TikTok de la vidéo, du contenu généré par l'intelligence artificielle. Ça fait, tu sais, on s'inquiète depuis longtemps des faux contenus publiés sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'entremêlent avec des vrais contenus. Là, on a carrément scrappé ça chez OpenAI, on y va directement avec que du faux contenu. Et évidemment, OpenAI va le dire, ça se veut ludique et amusant pour les gens qui veulent exprimer toute leur imagination et partager le fruit de leur créativité avec leurs proches, leurs amis, leur famille, qui doivent tous se faire nécessairement inviter. Mais quand on va dans l'application et qu'on regarde les vidéos générées, qui se font partager, évidemment, dans l'application, mais qu'on peut ensuite télécharger sur son téléphone et partager ailleurs dans le monde, dans la magie de l'Internet. Il n'y a pas que du contenu ludique et amusant. Il y a Martin Luther King qui est parodié. Il y a Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui est utilisé à toutes les sauces pour faire dire n'importe quoi. C'est facile de tomber dans la fausse vidéo, dans l'image trompeuse. Quand ça reste dans l'écosystème de l'application Sora, on le sait que c'est du faux contenu. Donc, disons que c'est pas un problème. Mais le fait qu'on puisse sortir les vidéos et les partager ailleurs, il me semble que ça ouvre une porte assez évidente. Il y a, on a créé des faux personnages, on a utilisé des personnages de Ronald McDonald, entre autres, a été utilisé sans droit d'auteur, sans licencier, mais sans la licence de McDonald. Il y a des personnages de la BBC, il y a des personnages de Disney. Il y a toute la question des droits d'auteur qui embarque là-dessus. Donc, clairement, là, on a lancé un gros pavé dans la mer et on espère que ça va pas déborder.
Chez OpenAI, on se défend. On dit non, on va se dépêcher de retirer les vidéos qui posent problème dès que vous nous les signalez. Donc, clairement, ils dompent le problème chez leurs utilisateurs. C'est une boîte de Pandore, cette affaire-là. Mais ça marche fort, c'est très populaire, les gens le téléchargent, il y a beaucoup de vidéos qui sont générées. Je me suis auto-proposé comme joueur étoile d'une équipe de la Coupe du monde de soccer et ils m'ont mis dans l'équipe d'Italie. Donc, clairement, vous savez que c'est de la fausse nouvelle parce que je suis loin d'aimer l'équipe de soccer d'Italie. Mais bon, ça peut être amusant, évidemment. Les vidéos sont d'un réalisme assez surprenant. C'est des courtes vidéos à la verticale qui durent quelques secondes, rarement en haut de 10 secondes. J'en parlais avec des experts à l'UQAM, entre autres, des spécialistes des communications numériques, et on dit, et on le rappelle à juste titre, OpenAI promet l'intelligence artificielle super puissante, l'agent omniscient qui peut tout faire, tout dire et tout régler à notre place. Et pendant qu'on parle de ça d'un côté, de l'autre côté, on crée cette espèce d'application qui permet de générer du contenu de qualité, de valeur nulle, en fait. C'est plus que du fast-food pour le cerveau. En anglais, on parle de AI slop. C'est de la bouillie, essentiellement, d'intelligence artificielle. Donc, je sais pas. Ce que je comprends, c'est que l'outil existe. Il existe des outils déjà aussi à l'extérieur de ces applications-là pour les gens qui veulent vraiment créer des vidéos à des fins malicieuses. Mais forcément, ça accentue la polarisation parce que ça crée du bruit dans la conversation sur les réseaux sociaux et ça aide pas à faire passer des bons messages et des vrais messages. Donc, c'est un peu ça le problème. Ça va être à suivre, en fait, comment ça va évoluer, tout ça. Meta a inclus dans son application Meta AI, qu'à peu près personne n'utilise, un nouvel onglet qui s'appelle Vibes, qui est exactement la même chose, qui permet de générer des vidéos par intelligence artificielle à partir d'une photo qu'on a ou à partir de rien, avec une commande texte. Et ensuite, évidemment, on peut télécharger et partager ailleurs. On en parlait un peu à la blague l'année dernière. Mark Zuckerberg disait dans une vidéo qui avait fuité que son problème avec les réseaux sociaux, c'est que les gens ne créent plus suffisamment de contenu à son goût. Donc, la solution, c'est de confier la tâche à des IA génératives qui vont peupler, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux de contenu généré artificiellement pour engager encore plus les gens. Donc, on va de plus en plus être le spectateur de ces réseaux-là. Et ça, clairement, ce sont des ballons d'essai, Sora et Meta AI. Et ce qu'on comprend, c'est que si ça pogne, comme on dit en bon français, j'ai l'impression que Instagram et que TikTok et que les réseaux sociaux déjà très populaires vont de plus en plus intégrer des contenus générés par l'IA, que ce soit signalé ou pas. Mais on s'en va clairement vers ça pour satisfaire pas le consommateur, pas l'utilisateur, mais seulement satisfaire les gens qui ont besoin de générer de plus en plus d'argent avec ces patentes-là. Donc, c'est un drôle de monde vers lequel on se dirige. Mais soyez rassurés, nous, ici, Pascal et moi, nous sommes des vrais humains. Alors, écoutez-nous, pour vrai. Ça me désespère parce que tu sais, on met toujours de l'avant les ordinateurs. Le Mac, entre autres, c'était un bicycle for the mind qui allait t'aider à faire des grandes créations. L'intelligence artificielle va nous aider à résoudre des problèmes, puis on s'en sert pour générer des images de chats avec des chapeaux sur la tête, puis des paysages d'automne avec des feuilles. Et je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? C'est désespérant. Toujours cette hypocrisie-là du petit pourcentage de créateurs qui réussissent, qui vivent, versus les gens qui béatement vont consommer le fil de vidéos. C'est drôle, c'est drôle, sans réfléchir. Je désespère, Alain, j'ai mal. Écoute, je veux dire ceci, nous vivons dans une économie de l'attention et tous les moyens sont bons pour capter l'attention des gens. C'est ce que j'en comprends. Malheureusement, on n'accorde aucune valeur à notre temps de cerveau. Hein. On a l'impression que regarder des vidéos niaiseuses sur TikTok, c'est à autant de valeur intellectuelle que lire un livre, un essai philosophique sur la nature humaine. Donc, à un moment donné, il arrive un moment donné où il faut aussi peser la valeur des choses relatives et de réaliser que ces réseaux-là, ces contenus-là créés artificiellement sont amusants, mais à petite dose. À petite dose, parce que je pense que le muscle qui est le cerveau, si on voit le cerveau comme un muscle qui a besoin d'entraînement, le fait de ne plus être capable de lire 5 pages sans avoir besoin de se détendre en regardant des vidéos, c'est assez gênant. Ben, tu connais le gag, hein? C'est l'autre jour, j'ai ouvert TikTok pour 10 minutes, c'était les 3 meilleures heures de ma vie. Tu sais, c'est un peu ça, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais on embarque là-dedans et la machine nous accroche et on n'en sort pas avant super longtemps et clairement, on gaspille beaucoup de temps là-dedans. Parlant de divertissement, quelque chose qui est un peu plus actif, quelque chose qui est peut-être un peu plus stimulant. Il y a la publication des chiffres qui sont amusants, ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui veulent justifier leur utilisation de jeux vidéo. Et le rapport 2025, le pouvoir du jeu, qui est présenté par plusieurs associations de jeux vidéo par le monde, dont l'Association canadienne du logiciel de divertissement et de l'Entertainment Software Association. Oui.
L'ISC, le rapport mondial sur les jeux vidéo de 2025, un sondage qui a eu 24 216 répondants dans 21 pays. C'est un gros sondage. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de local, de canadien. Non, non, c'est mondial. Et on apprend, entre autres, que l'âge moyen des joueurs sondés, c'est 41 ans. C'est plus que je pensais, honnêtement. En même temps, c'est une moyenne. Joue, en fait. Ouais. Mais oui, tout le monde joue. La question, c'est que les jeunes vont peut-être jouer à Mario Bros, vont peut-être jouer à des jeux... on joue pas aux mêmes choses, ça, c'est vrai. C'est ça, les adultes vont peut-être jouer à des jeux Candy Crush, des jeux plus simples, divertissants. Les statistiques amusantes, 48% de femmes, 51% d'hommes mondialement jouent. Au Québec, c'est 47% des hommes et 53% des femmes qui jouent. Il y a plus de joueuses de femmes que de joueurs. Plus de joueuses. Ouais. Encore une fois, c'est pas les mêmes jeux, évidemment. Autre surprise, 55% des gens mondialement jouent sur mobile, sur téléphone. Ouais. Ben, mondialement, c'est pas surprenant parce qu'il y a des endroits où, évidemment, on le sait, le mobile est vraiment hyper dominant comme plateforme pour tout faire, en fait. Ben oui, et c'est 58% au Québec. Au Québec, ça qui est étonnant. On joue plus que la moyenne avec notre téléphone. Donc, on parle de jeux pour téléphone, des jeux qui sont probablement pas des jeux aussi costauds. Candy Crush, oui. Quand on pense à jeux vidéo, dépendamment qui on est, on pense à plein de trucs. Candy Crush, c'est solitaire, un jeu de cartes, c'est un jeu vidéo aussi. Oui, je vois les jeux maintenant sur LinkedIn, une plateforme supposément d'affaires où ils te proposent des jeux pour t'accrocher. Fait que tu vérifies si tu as des offres d'emploi, puis tu peux jouer. Le New York Times qui paie des fortunes pour des jeux de deviner des lettres et tout. Je ne comprends pas où est-ce qu'on s'en va. Encore une fois, les gens jouent pour rester en contact. Il y a beaucoup de jeux qui se font, entre autres, avec des réseaux et tout. Donc, il y a un côté positif à ça. Tu n'as pas nécessairement l'occasion de te déplacer chez des amis. Tu joues avec des amis en réseau. Et aussi, ça m'a touché, passer au travers de moments difficiles. Les jeux, c'est une façon, un refuge, c'est une façon de passer son stress, c'est une façon de passer au travers des moments difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui racontent, je ne sais pas si tu as entendu parler de quelqu'un qui 3 jours de temps, 4 jours de temps, une semaine de temps, a passé un moment difficile, puis joué un jeu non-stop, puis il s'en sort un peu mieux. C'est surtout une façon de décrocher de la réalité. De décrocher. C'est pas nécessairement la meilleure façon de passer au travers d'une situation difficile, mais en même temps, si... Vaut mieux. Bon, faut dire que les gens qui jouent à des jeux vidéo, j'allais dire, vaut mieux ça que prendre de la drogue. Souvent, les gens font les deux en même temps. C'est pas dans le sondage, ça, Pascal? C'est pas dans le sondage. Mais j'ai une image en tête. Je fais pas de généralisation. Mais oui, c'était un peu ça. Passons, changeons de sujet, Alain. Je diverge. Écoute, allons à l'autre bout du spectre des choses connectées, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une petite nouvelle qui est passée rapidement dans l'actualité. Cette semaine, c'était le prolongement d'une nouvelle qui a été annoncée en fait à la fin juillet et qui est renforcée par une conférence à la conférence All In sur l'intelligence artificielle il y a quelques semaines, là, où il y avait une entente de partenariat qui avait été conclue entre Bell et Cohere. Cohere, c'est un peu l'OpenAI canadien. C'est la lecture que je fais du jeu. Et l'entente entre Cohere et Bell, c'est un peu l'équivalent canadien d'OpenAI qui s'entend avec Oracle. À la différence près que chez nous, ça ne crée pas une bulle de 300 milliards de dollars. Chez nous, ça crée juste une occasion d'affaires pour 2 entreprises qui espèrent en tirer des bénéfices. Et c'est quand même il y a comme un niveau de discussion qui n'est pas du tout le même. Et ça en dit long sur la bulle, la frénésie de l'IA générative actuellement à l'échelle mondiale, parce qu'il y a vraiment une enflure incroyable dans la grosseur, la taille des choses aux États-Unis, en Chine. On essaie de s'imposer comme le joueur qui va transformer l'univers, tout ça. Chez Cohere et chez Bell, ce qu'on dit, c'est que on va maintenant avoir une IA 100% souveraine au Canada. Il y en a d'autres qui ont des services d'hébergement avec des outils d'IA, mais Bell et Cohere ont quand même des ambitions d'être le plus gros joueur. Ils ont un réseau de centres de données chez Bell qui s'appelle, en anglais, c'est AI Fabric. En français, c'est le réseau tissé d'IA de Bell. Ils sont pas les seuls. TELUS le fait aussi. Ils ont leur réseau. Ils ont notamment des centres de données pour l'IA à Rimouski. Donc, il y a clairement une course là. Et je vous dirai ceci à propos de Bell et TELUS. C'est pas Google. C'est pas Microsoft. C'est pas Amazon.
Ça vient avec le plus et le moins de la conversation. De ça, mais souvent, on s'inquiète sur la souveraineté des données, la propriété des données numériques. On sait que Microsoft a dit il n'y a pas longtemps. Vous savez, si le gouvernement américain me demande de récupérer les données de mes clients hébergés au Québec, je vais le faire parce que la loi américaine m'y oblige. Bell et TELUS n'ont pas ces enjeux-là, Cohere non plus. Ça fait partie de leur modèle d'affaires, de leur proposition, mais ils disent pas « Venez pas chez nous parce qu'on est Canadiens, venez chez nous parce que notre technologie est bonne ». Ça reste à être prouvé. Le LLM de Cohere s'appelle North. C'est une IA générative sur laquelle on peut créer des outils, des agents, un peu comme tous les autres systèmes du genre, mais on dit qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins gourmande en énergie que ses équivalents chez les rivaux américains. Donc, on dit on n'a pas besoin de la part énergétique comparable à la ville de New York, nous, pour fonctionner complètement et convenablement. Encore une fois, c'est une façon de c'est quelque chose qui est attesté, mais c'est une bonne approche. Ils disent qu'on a un modèle durable et responsable, donc on a une IA souveraine, entièrement de propriété canadienne, qui est moins énergivore, on s'en va quelque part avec ça. Et on cible avec cette technologie-là, cette entente-là entre Cohere et Bell, à offrir un service hébergé d'application d'intelligence artificielle qui va desservir les entreprises et les gouvernements. Donc, ça vient avec le niveau de gouvernance, de sécurité, de confidentialité que vous pouvez imaginer pour éviter les dérapages. Encore que vous le savez, la technologie dans les gouvernements et les dérapages ne sont pas mutuellement exclusifs, n'est-ce pas? Ça arrive quand même assez souvent. Clic. Bon. Mais pour prouver que ça fonctionne, Bell est devenu son premier meilleur client. Ils ont commencé cette semaine à utiliser les outils de North. Entre des employés de Bell ont commencé à le faire. Et ce qu'on veut, c'est que tous les gestionnaires de Bell soient équipés des outils d'IA de Cohere d'ici le début 2026. L'exemple qu'on donnait d'application concrète, et c'est là où ça nous concerne, nous, les gens qui ne sont pas des employés de Bell, c'est que, par exemple, quand on a un service qui ne fait pas notre affaire, on a un problème de facturation, ce qui arrive souvent chez Bell, on appelle, n'est-ce pas? Et là, c'est une commande vocale qui ne nous comprend pas, qui nous demande de faire des choses, qui veut nous diriger vers des options qui sont toutes les options qu'on ne veut pas faire souvent, parce qu'on veut juste parler à un humain pour régler le problème, puis c'est impossible d'y arriver. Parce que c'est compliqué à l'autre bout pour une entreprise qui a un service, un centre d'appel, d'avoir un agent qui est prêt à répondre et qui a toute l'information en main rapidement pour répondre vraiment à l'appelant, je devrais dire au consommateur, à l'utilisateur. Et l'IA, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle pourrait accélérer tout ça pour justement que quand vous appelez, voici qui je suis. L'IA, en dedans d'une fraction de seconde, compile, résume et génère votre historique d'appel, l'état de votre situation et probablement pourquoi vous appelez aussi à l'agent pour que dès qu'il décroche lui aussi, il sait déjà quoi vous dire et quoi faire pour répondre à votre question. Ça, c'est la première étape que l'IA peut permettre de faire du côté entreprise. Du côté client, ce qu'on explique chez Cohere, c'est qu'un jour, et ça s'en vient parce que ça commence à être comme ça, avec l'agentique, nous, en tant que consommateurs, on va juste parler à notre téléphone, écrire dans une petite boîte, une petite barre de texte sur notre browser ou je ne sais pas trop où, règle mon problème de facturation de mon téléphone sans fil. Et l'agent va partir avec ça et lui va aller sur le service à la clientèle de Bell ou d'un fournisseur ou peu importe et va parler avec l'autre agent à l'autre bout qui va être son interlocuteur. Et apparemment, ces agents-là, qui sont tous artificiels, vont régler le problème pour nous. Et nous, on aura juste écrit un truc dans la petite barre de texte du téléphone ou de l'appareil qu'on a devant soi. Ça, c'est la promesse. Et ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit c'est la prochaine affaire après le web, après le mobile. C'est la prochaine grosse transformation parce que ça va transformer la relation des consommateurs avec les entreprises, des commerçants et tout le kit. Et si vous êtes une entreprise qui n'est pas prête à ce changement, vous allez prendre du retard. Et c'est ça qu'on explique et c'est ça qui s'en vient. Et c'est ça que l'industrie va pousser dans les prochaines années. Et là, dans le cas de Cohere et Bell, on a une offre canadienne pour aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est la nouvelle. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment, si vous croyez ou pas qu'on va y arriver. Je veux dire, ça fait des années qu'on promet la commande vocale un peu partout et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, gardons quand même un certain sens critique par rapport à ça. Mais c'est intéressant de voir comment on imagine un futur où on va avoir des agents d'IA, des assistants personnels numériques qui vont tout faire à notre place. Et tranquillement, c'est en train de se mettre en place. Est-ce que ça va être comme l'auto qui vole? Est-ce que ça va être comme la conduite autonome? Est-ce que ça va être comme l'alimentation en pilule? On en parle dans 20 ans. On va être encore en train de se dire « ça s'en vient d'ici quelques années ». Ça va peut-être arriver demain matin. Au CES en 2021, LG avait pris d'assaut la scène et c'était la première grosse nouvelle du CES. Et sur scène, il y avait LG et il y avait le président de Element AI et il promettait exactement ça pour l'année suivante. Comme pour eux, là, en 2024, on était dans un autre univers.
non seulement c'est pas arrivé, non seulement on parle plus beaucoup d'LG en intelligence artificielle, Elementy a été racheté par une entreprise américaine, ServiceNow, n'existe plus vraiment, et ils font complètement autre chose. Donc, ouais, on promet des choses, on développe des choses. Là, il y a un mouvement concentré de l'industrie vers ce genre d'objectif-là, mais encore faut-il que ça se concrétise, tu as entièrement raison. Ouais, écoutez, j'ai très hâte. Un jour, j'espère que je vais comprendre Element AI, qu'est-ce qui s'est passé, comment une entreprise qui était valorisée autant, qui était le fleuron de l'intelligence artificielle et qui est devenue rien. Il y a quelque chose qui s'est passé que je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique un jour. C'est comme la dispersion des expos. Il y a le documentaire. C'est comme le documentaire sur Netflix. Pareil. Des nouvelles d'Intel, parlant d'entreprises qui a besoin d'amour en ce moment. On a reçu un communiqué qui était bourré de noms de code. Là-dessus, Intel, des fois, nous aide pas vraiment parce que tu as un processeur qui a un nom de code, qui a son vrai nom, des noms qui sont longs. On nous a fait un aperçu. C'était dans leur nouvelle usine Fab 52 à Chandler, en Arizona. On a montré un aperçu des processeurs Core Ultra Series 3 qui ont le nom de code Panther Lake. Fait que là, tu parles de Panther Lake, tu parles de Core Ultra Series 3, c'est la même chose. C'est des processeurs qui ont plus de performance et moins de consommation d'énergie. Intel souvent fonctionne avec un TIC et un TOC, une puce qui est plus performante, mais qui consomme plus d'énergie. Pouf, une puce qui consomme moins d'énergie, ils alternent souvent entre les deux. Dans ce cas-ci, on a les deux en même temps. On utilise le processus 18A. 18A, Alain, ça fait frémir. Là, j'ai dû googler. C'est le processus 18 angstrom des nanomètres qui permet de faire des puces plus efficaces, plus performantes, avec toutes sortes de technologies qui, encore une fois, ont des noms de code et des noms un peu délicats. C'est en production en ce moment. Il paraît que ça va bien. La production avance. Les processeurs faits aux États-Unis, ça fait changement, là. La plupart des processeurs sont faits en Asie, en Inde, ne sont pas faits aux États-Unis. C'est un gros plus, surtout avec les tarifs de Trump et compagnie. Sécurité logicielle. Je veux dire ceci à propos des 18 angstrom. En fait, ça identifie des processeurs imprimés sur des circuits d'une dimension de 1,8 nanomètres. C'est ça la grosse affaire. C'est qu'en ce moment, dans le mobile, entre autres, on est à 3 nanomètres et les processus d'impression à 2 nanomètres sont en train d'être développés. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'à 1,8, Intel prend le lead sur la miniaturisation des circuits imprimés. 1,8? Non, c'est 18. Écoute, c'est peut-être angstrom, c'est une autre unité de mesure. C'est la première fois que je l'entends. Là, c'est ça, je me souviens de mon cours de physique, et là, la question, c'est ça, écoute, c'est à valider, mais 1,8, c'est ça, tu as des processus, là, puis on tombe en dessous des dimensions. Ça commence à être petit. C'est vraiment minuscule. Et ils ont aussi fait un dévoilement des nouveaux processeurs pour serveurs Xeon 6+, qui ont comme nom de code Clearwater Forest. Ouais, Intel, c'est un bel exemple d'une entreprise qui est dirigée par des ingénieurs, alors qu'une entreprise comme, je veux dire, Apple est dirigée par des marketeurs. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est bonne pour faire de la technologie et de trouver des noms et des noms et des noms et des noms extrêmement pointus et souvent difficiles à identifier pour le consommateur. Et l'autre a créé juste des trucs, des produits dont le nom évoque quelque chose. Et vraiment, quelque part entre les deux, ce serait le fun qu'Intel parle à quelqu'un. Parce qu'effectivement, Panther Lake, c'est une génération de puces qui était prévue pour 2026, pour des processeurs, pour des genres d'applications. Et là, on transfère ça en produits Intel Core. Est-ce que c'est des Core de première, de deuxième, de troisième génération? Même pas, c'est Series 3. Regarde. Ouais. Fait que c'est bon c'est ce qu'ils font, difficile ils sont à en retard. vulgariser. Et je veux dire ceci à propos d'Intel. J'étais allé à une présentation hier des nouveautés automnales et hivernales à venir d'un fabricant d'ordinateurs personnels parmi les plus populaires au Canada et il n'y avait que des processeurs Ryzen d'AMD. Alors qu'avant, il y avait du Intel mur à mur. Donc, je sais pas, Intel, ils ont du rattrapage à faire, c'est clair et ça paraît à tous les niveaux. Parlant de... C'est drôle, je suis dans un thème canadien cette semaine. Il y a eu une petite nouvelle qui a été publiée hier, en fait, qui était supposée avoir un petit cocktail dînatoire, mais ça n'a pas eu lieu finalement. La compagnie Solios, qui est une compagnie qui a été créée par 2 jeunes entrepreneurs montréalais il y a plusieurs années. On les a reçus à une tasse de tech. Ça fait au moins 5 ans, je pense. Ça fait vraiment longtemps. Ils vendaient des montres alimentés par l'énergie solaire. Ils ont des petits capteurs solaires dans le cadran de la montre et ça permet d'alimenter la pile et donc de ne pas avoir à changer la pile à toutes les 2-3 ans.
Ils ont dévoilé cette semaine la Sunseeker, la première montre solaire entièrement développée, conçue et assemblée au Canada. Il y a un certain timing, hein, il y a un sens du timing là-dessus pour Solios. On en parlait déjà à l'époque de leur volonté de faire ça, et là, ils ont réussi à trouver tous les moyens pour le faire. On utilise dans les montres Sunseeker une cellule solaire qui est à peu près invisible, on ne la voit pas sur le cadran, on ne sait pas qu'il y a un capteur solaire qui recharge non seulement au soleil, mais aussi à la lumière d'un bureau. Vos néons de plafonnier peuvent suffire. Ça donne une capacité, une durée de vie à la montre de 20 ans. Alors qu'une montre, normalement, il faut changer la pile aux 3 ans et ça crée un volume démesuré de déchets électroniques. Les chiffres là-dessus sont ahurissants, le nombre de petites piles rondes qu'on jette mondialement chaque année. Ça n'a aucun bon sens. Donc ça, c'est là la cible de Solios avec la nouvelle Sunseeker, qui est offerte en différentes couleurs, différents formats pour hommes et femmes. Là, évidemment, il y en a pour tous les goûts. On se veut un fabricant de montres à très faible impact environnemental. Donc au-delà de la pile, on utilise un acier inoxydable recyclé. Les bracelets sont en matériaux durables et généralement recyclables, renouvelables. On parle de cuir vegan, de caoutchouc naturel. Encore là aussi, j'ai vu des bracelets en acier recyclé, donc on fait attention à ces choses-là. On se présente comme un fabricant de produits accessibles, élégants et performants. C'est à voir. Je regardais les montres qu'ils ont. Ils sont présentement en pré-vente. Le prix normal d'une montre Solios Sunseeker, c'est 530 $ et là, on les prévend à 425. Donc, si vous voulez une montre quand même assez luxueuse, qui envoie quand même un certain message de style à partir de votre personne, vous pouvez aller voir ça, mais c'est des beaux produits, c'est des belles montres. C'est pas des montres intelligentes, connectées ou rien. C'est vraiment une montre pour les gens qui veulent une belle montre, un item de style et de mode qui donne l'heure, léger détail, et qui n'aura pas besoin d'être rechargé jamais. Il y a d'autres marques, là, Citizen, entre autres, on a la gamme EcoDrive, là, qui fait des montres solaires. Ils ne sont pas les seuls. Je pense que Timex en a aussi, mais généralement, on voit le capteur où c'est pas aussi chic, mais c'est dans les prix aussi de ce genre de montres-là là, qui sont rarement sous les 400 $. Donc, si vous voulez vous faire une fleur, un petit cadeau, déjà, je regardais les courriels rentrés là, sur le temps des fêtes et les idées cadeaux, ben en voilà une. Allez-y pour une montre Sunseeker à Noël, gâtez-vous. Achetez-la maintenant, vous l'aurez avant Noël. Et, écoute, le lancement a été reporté en mars, fait que je crains un peu que ce ne soit pas nécessairement livré avant Noël. Vérifiez alors, mais ça existe. Ouais, à suivre. Bref, mais il y a quand même un projet là, de montre canadienne. Sais-tu quand est-ce que les montres solaires, c'est drôlement pratique, c'est quand tu vas en voyage, tu pars, tu n'as pas besoin de charger ta montre, tu n'as pas besoin de la brancher dans un chargeur, d'oublier ta montre sur le chargeur dans ta chambre d'hôtel et ainsi de suite. Très, très cool. Je m'en vais en voyage bientôt pour le salon SEO Summit à Paris. Oui. Et j'ai découvert, il y a le serveur Proton VPN. Proton VPN, un service de VPN gratuit. Et là, je vous le dis tout de suite, les serveurs VPN gratuits, il y en a plein. Sauf que souvent, c'est des pirates qui sont derrière ça. Il y a beaucoup d'entreprises russes qui font des VPN qui sont pas super fiables, qui pourraient vous desservir plus qu'être utiles. Proton VPN ajoute un serveur canadien gratuit. Avant, tu avais 3 pays. Maintenant, tu as le Canada là-dedans. Fait que je compte bien m'en servir en déplacement pour retrouver, entre autres, le contenu géolocalisé canadien. Radio-Canada, entre autres, à l'étranger, c'est difficile. Il y a certains trucs qui ne sont pas accessibles. Avec un VPN, en théorie, on va pouvoir le faire. Il y a aussi la Norvège qui est ajoutée comme serveur VPN gratuit. Fait qu'essayez ça. Ça coûte pas cher d'installer. C'est gratuit d'installer. C'est gratuit, oui, c'est ça. Proton VPN dans son navigateur web, dans son téléphone. Si jamais vous avez une connexion douteuse, vous êtes en déplacement dans un café louche, vous pouvez vous activer ce VPN. Très, très je fais une parenthèse. On a un courrier des lecteurs à la presse depuis un certain temps où on parle que de trucs techno et j'ai beaucoup de courriers de gens qui se demandent lequel VPN je devrais acheter. Installer Proton, c'est gratuit. Si vous voulez l'acheter, il y a une version premium, mais de base, il fait un excellent boulot. Oui, et il y a beaucoup de gens qui vont se faire un plaisir de vous vendre des VPN parce qu'il y a des bonnes ristournes, les sites web. Là. Il y a beaucoup de ristournes qui sont données là-dessus. Parlant de ristournes, en ce moment, c'est les Prime Days. Je sais pas si tu vois, là, les 3/4 de mes courriels, 3/4 des sites techno en ce moment, c'est les meilleurs deals sur Amazon. Et même certains grands quotidiens montréalais plongent à tous les jours dans les aubaines du jour. Amazon n'est pas notre ami, hein, je veux juste dire en passant, là, ils ont mis plein de monde à la porte, les entrepôts sont fermés, Amazon finance la désinformation aux États-Unis et le président américain actuel.
Ouais, les Prime Days, je les aime pas. Je vais dire ça comme ça. Ben, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on incite, on force les gens à consommer inutilement. Là, on s'entend que le service est pratique. Mhm. Puis quelqu'un écrivait récemment sur un forum, puis moi aussi, j'ai eu cette expérience-là. Tu vas sur Amazon, tu reçois ton colis le lendemain, même le dimanche. Tu fais une commande avec un produit canadien. Ça prend 3 jours pour avoir une nouvelle. Ma commande, es-tu prête? Ah ouais, on va la mettre dans la poste. Tu reçois ça 3 jours, 4 jours après. Il y a des frais de livraison. C'est un peu décourageant des fois. On veut encourager l'industrie locale, mais Amazon a tellement une Ouais. avance Mais ne incroyable. surconsommez pas, en tout cas, au minimum. Ouais. Et là, parlant de ça, on peut maintenant, Amazon a annoncé qu'on peut, pas Amazon, c'est Google qui a annoncé qu'on peut maintenant faire l'essai virtuel de certains produits directement en cherchant un produit dans le magasinage Google. Et ça, Ah c'est bon? assez flyé. Pour l'instant, c'est déployé doucement. Ça utilise l'intelligence artificielle. Tu choisis un vêtement que tu aimes, tu cliques sur le piton Instant Try-On et tu vois le vêtement sur toi. Alors, j'ai pas Eh ben. essayé. Je sais pas s'il faut que tu soumettes une photo de toi légèrement vêtue. Il y a déjà eu, sans blague, des services similaires d'essais virtuels où il fallait que tu envoies une photo de toi légèrement vêtue. Puis question que En ce soit sous-vêtements. moulant. Ben oui, Ben oui, pour pas que les vêtements franchement. s'ajoutent sur quelque chose qui est plus gros ici. En même temps, l'intelligence artificielle a évolué. Fait que l'essai virtuel de Google s'est déployé progressivement au Canada, en anglais seulement pour l'instant. Et je trouve ça très drôle parce que c'est déployé seulement sur les téléphones pour l'instant. Et je suis le seul qui À utilise cause qu'il y a une encore. caméra, peut-être? Je sais Ben, pas. peut-être pour la caméra, mais moi, je suis genre... tu sais, je fais mes achats quand je veux faire ça à tête reposée avec un Sur grand clavier, écran. un grand écran, Mhm. voir les trucs. Il me semble faire du shopping. Tous les exemples, c'est tous des gens sur un petit écran de Ah, téléphone, puis là, ça chope parce que sur le petit Google téléphone. va te lancer bientôt le mode demande à Gemini de t'habiller. Puis là, tu vas dire, hey Gemini, de quoi j'ai l'air là-dedans? Et là, pouf, va apparaître cette. Je vois qu'il y a même des alertes pour te dire quand les vêtements vont être en solde. Ouais. Les agents, on les pousse, on les met de l'avant. Consommer, c'est la première chose après le 11 septembre qu'on a dit. Consommez, comme si c'était notre mode de vie. Ne consommez pas trop, soyez responsables. Ouais, soyez responsables et payez moins. Et payez moins. J'ai pas mon livre sur moi non plus. Ah, j'en ai un nouveau qui s'en Tu vient. devrais l'avoir, Stay tu devrais tuned. l'avoir. Ben oui. Je devrais toujours le sortir quand quelqu'un dit quelque chose comme ça. Ça serait effectivement une très bonne idée. Cela dit, ça me fait nos espressos de tech de la semaine. On prend une courte pause. Il faut que j'aille trouver ma montre. Et on revient, parce qu'on va en parler tout de suite après, avec les nombreux essais de produits Pixel. On boucle la boucle des produits Pixel tout de suite après ceci, à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. De retour à une tasse de tech avec un appareil, Pascal, que tente les mains qui va nous permettre de faire un peu d'apprentissage sur les termes mécaniques, les termes techniques d'engrenage et de transfert de mouvement, ce qui est quand même pas banal. Et tu as en main, en fait, ce qui, à mon avis, est le téléphone de l'année, de l'automne en tout cas, parce que c'est une combinaison de choses qui se trouve très peu ailleurs. Je pense qu'il y a juste le Z Fold 7 chez Galaxy, chez Samsung qui est comparable. Et intègre évidemment les outils logiciels de Google, l'IA de Google et tout le reste. Donc, tu nous parles du Pixel 10 Pro Fold. Ouais, et ça me rend très heureux parce que c'est la deuxième génération du Pixel Fold 10, le Pro. Écoute, il y a plein de mots là-dedans. Là. C'est le Pixel Fold 10. C'est le deuxième modèle du genre vendu chez nous, parce qu'il y en avait un avant vendu aux États-Unis qu'on n'a pas eu. Enfin, c'est ça. C'est un téléphone qui se plie, qui est assez particulier. Donc, encore une fois, c'est comme le Fold de Samsung. C'est comme pas le Flip, c'est le Fold. Exact. Le Fold, celui qui s'ouvre comme un livre. Parce que maintenant, on peut avoir ceux qui s'ouvrent comme les bons vieux téléphones Flip. Comme le téléphone OnePlus Open, malheureusement, qui semble... Qui est trop vieux, qui n'a pas été renouvelé, qui a sauté une génération chez nous parce qu'il est vendu en Chine encore, mais pas ici. Oui, que j'avais beaucoup aimé. Fait que là, Google a sa deuxième génération de téléphones pliables. 6,4 pouces de diagonale en mode fermé. Il est assez épais. On s'entend que c'est pas, si on pense, j'ai pas encore essayé le téléphone, je serais très curieux de le mettre à côté du téléphone Air d'Apple. Ah ben oui, mais ça c'est incomparable. Mais si on met le 10 et le Fold,
Il est quand même une affaire de plus. Une petite affaire plus large, on s'entend. Petite affaire de plus, puis on sent vraiment Il est plus pesant aussi. le pavé pour la caméra là, qui rajoute quelques millimètres de plus. On fait des téléphones minces, mais qui ont une bosse pour les caméras. 3 caméras dans un téléphone pliable, c'est pas négligeable. Et je le dis tout de suite, quand on l'ouvre, je vais commencer par ça aussi. Quand on l'ouvre, 8 pouces d'écran de diagonale. Fait que là, on a vraiment un écran... très carré, par exemple. Très carré, très carré, qui permet de lire, qui permet de naviguer. Il y a un beau dispositif qui permet d'avoir 2 applications côte à côte. Ça, c'est pas... on peut avoir ses courriels d'un côté, ses textos de l'autre, du texte d'un côté, de la recherche de l'autre. Ça peut être très, très utile. D'une façon qu'on peut aussi ajuster, on peut déplacer de gauche à droite la composition de l'écran pour aller chercher, pour aller plus dans une application que dans l'autre. Ça, c'est quand même assez bien ficelé là, du côté d'Android et de Google. Parce qu'on peut lire quelque chose, puis voir ses textos de l'autre côté. Fait qu'on peut voir, si on attend un message, on peut voir ça sur le même écran. On peut répondre rapidement au message, retourner à sa lecture. C'est un téléphone à 2400 $ canadiens. Oui, c'est ça l'affaire. Ouais. Ouch! Ça fait mal. Mais quel bel appareil autrement. Le truc qui le distingue, c'est que le mécanisme pour le plier n'a pas d'engrenage. C'est un dispositif qui est sans engrenage, gearless en anglais. Et qui est composé de cam à la place, qui transforme un mouvement rotatif en une autre forme de mouvement, ou l'inverse. Et donc, ce que ça fait, l'avantage de ça, c'est que c'est le premier téléphone pliable qui est IP68, résistant à la poussière et l'eau. Et Google indique que ça résiste, ils l'ont testé pour résister jusqu'à 10 ans de pliage. Ouais, donc, un téléphone... le chiffre que j'ai en tête, c'est 400 000 manipulations là, qui sont sans abîmer l'engrenage quand même, ce qui n'est pas rien. Oui, et ça, c'est un truc qui me surprend. J'ai essayé le téléphone de Lenovo qui s'ouvre flip et je me rends compte que c'est beaucoup plus durable. J'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, à force de l'ouvrir et de le plier, je vais voir le pli de plus en plus. C'est étonnamment durable, les plis dans les écrans. C'est un téléphone aussi, et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, une première dans un téléphone pliable, c'est qu'il est compatible Qi 2, la recharge par induction, 15 watts, pas très rapide. Y compris le Pixel Snap, qui est le MagSafe de Google. Ouais, donc, si vous avez un truc aimanté, un truc MagSafe ou Pixel Snap, nécessairement, ça fonctionne. Et ça, c'est un truc que Google joue fort pour aller chercher les propriétaires d'un iPhone. Hey, c'est comme avoir un iPhone, les mêmes accessoires fonctionnent sur nos téléphones. Et effectivement, voilà. Le truc qui est drôle, c'est comme le téléphone est un petit peu plus lourd, ça tient bien là, sur un écran, on peut le mettre sur le côté aussi, mais on sent que c'est limite au niveau du poids. Ouais, on veut c'est pas un petit peu plus lourd. J'ai peur un peu de secouer à l'horizontale, c'est pas évident. Il y a un truc qui est drôle, c'est que je l'ai utilisé hier et j'ai vu qu'il y avait un gel. À un moment donné, ça a figé. J'étais en train d'essayer de diviser l'écran, puis ça a figé bien raide. Oui. J'ai lu qu'il y avait une grosse mise à jour qui était déployée progressivement. Je soupçonne que c'est quelque chose qui est plus important qu'on l'imagine, qui est déployé progressivement pour corriger cette situation-là. Fait que soyez pas inquiets. Toujours la règle, et je trouvais ça très drôle de dire, si jamais vous avez un pépin avec votre téléphone, courez pas chez retournez pas chez le vendeur en disant « Hey, mon téléphone, il marche pas, il y a un problème, ça gèle ». Attendez un petit peu, il y a une mise à jour qui devrait arriver en même temps. Pourquoi il n'est pas poussé plus rapidement? Je soupçonne qu'il y a des... ça doit paniquer en arrière. C'est peut-être pas entièrement à point, Je veux dire deux choses à propos des deux écrans. La première, c'est quand on regarde de la vidéo sur l'écran ouvert, l'écran intérieur déployé, la vidéo, évidemment, n'est pas plein écran parce que c'est une vidéo souvent rectangulaire sur un écran carré. Donc, la dimension de l'affichage vidéo, strictement, est à peu près la même que sur un iPhone Pro Max, le plus gros iPhone. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas un énorme gain de pixels, dans le fond, disons-le comme ça. Cet écran-là, c'est essentiellement le même écran que le Pixel 9 Pro Fold, qui était la génération précédente. Et ils ont le même défaut quand on laisse longtemps replier. Il y a une espèce de... comme si les deux écrans se touchaient dans le milieu, ça fait une ligne. C'est une trace qui est difficile à effacer. C'est pas une égratignure, c'est pas rien, c'est juste une espèce
d'empreinte un peu fantôme qui revient à chaque fois qu'on le ferme et qu'on le rouvre. Ça peut devenir un peu agaçant à la longue. Et l'écran extérieur, j'espère qu'il a changé. Ils ont d'ailleurs dit, je pense, une nouvelle version du Gorilla Glass Victus, je pense qu'ils utilisent chez Google. Le Pixel 9 Pro Fold était super facile à égratigner. Et déjà, je pense que le 10, je l'ai sorti et le lendemain, j'avais une très fine marque près de l'écouteur parce que je l'ai mis dans ma poche et je vais avoir, je sais pas, même pas une clé, même pas rien, mais peut-être même juste la fermeture éclair du pantalon. Donc, ouais. Il n'est pas parfait, ce téléphone-là. Et pour le prix, c'est un peu fâchant parce que ce serait le fun qu'il soit au moins à l'épreuve des petites marques et traces d'un usage quotidien qui sont évidemment assez fréquents dans le fond. Là. Oui. Sauf qu'il semble qu'ils ont travaillé sur la résistance du téléphone. Certaines personnes qui en ont fait l'essai disent qu'ils l'ont échappé sans problème. Il est fait en aluminium, un peu, donc ça risque de marquer. Quand l'aluminium se bosse, mais en même temps, c'est assez résistant. Fait que si vous cherchez un téléphone... 9, il est durable, cela dit. Ouais. Exactement. Mais comme tu le dis, moi aussi, avec l'écran des téléphones Pixel, j'ai eu 2. Le 7 et le 8 et le 9, j'ai réussi à briser l'écran très, très vite et ça m'était jamais arrivé dans un téléphone. Fait qu'il faut s'inquiéter là-dessus. Fait que regardez, comparez avec le Fold de Samsung. Regardez les avantages et tout. Personnellement, j'aime bien le côté épuré de l'interface du Pixel. Il n'y a pas d'application. Quand tu installes un téléphone Samsung, tu as 50 applications bonies qui sont installées. Ben oui. Beaucoup qui sont préinstallés. Puis en même temps, ça peut être très utile si tu t'en sers, mais je trouve que ça en fait beaucoup. L'interface de Pixel est très épurée. J'ai trouvé que le passage d'un téléphone à un autre, très, très utile. Et ça donne aussi droit à 1 an de Gemini AI Pro. Ouais. Qui est 31 $ par mois ensuite. Fait que vous avez quand même 12 fois 31, ça fait 360 $ minimum. J'espère que je ne me trompe pas. T'es à 372. 372 $. Ça peut être une petite économie intéressante si vous comptez de toute façon payer. Et je me suis rendu compte, si vous comptez acheter des appareils Google aussi pour la domotique, parce qu'on installe l'intelligence artificielle Gemini dans les applications de domotique Google, ça vous permet d'avoir, entre autres, plus de stockage. Je pense que j'ai 2 téraoctets de stockage qui sont inclus. Fait que ça va permettre de profiter des options d'intelligence artificielle. Évidemment, dans 1 an, il faut penser à se désabonner éventuellement si on veut pas continuer de payer. 31 $ par mois, c'est... Comment ça a été élevé? Ça vous permet gratuitement de savoir si ça vaut la peine d'utiliser Gemini ou pas dans votre quotidien. Parce que Gemini, en version Pro, c'est la version la plus sophistiquée. 2.5 Pro, je pense, qui est la version exacte. Oui. Et elle, semble-t-il qu'elle fait des miracles. Allez savoir. Mais elle permet aussi d'avoir des outils sans avoir à payer pour, là, dans l'intégration du Pixel Fold, dans la retouche d'image, dans la génération de contenu, des choses comme ça. On est rendu là. Tu parles de faire des miracles. Il faut que je dise ma conversation. Tu peux discuter avec Gemini. Alors, j'ai discuté avec Gemini Live, j'ai discuté avec lui. Et là, j'ai dit, c'est intéressant, peux-tu me faire un graphique avec ça? Désolé, je suis un modèle vocal, je ne peux pas faire ça. C'est comme, tabarnou! Comme ils peuvent c'est supposé faire de la magie. Ben oui, c'est ça. Ils peuvent pas se parler, ces modèles-là. Les agents sont supposés de compagnies concurrentes, sont supposés de se parler de façon sympathique et conviviale. Puis l'intelligence artificielle de Google est même pas capable de parler à l'autre intelligence de Google. Ça n'aurait pas été grand-chose de dire « Hey, je te transfère à mon collègue qui génère des images. » Je te mets en attente. Non, mais ça aurait été ça, j'aurais été impressionné. Tu discutes, puis tu veux « Ah oui, je parlais justement des cams. » Et d'ailleurs, sur mon site, j'ai publié un billet. J'ai demandé à Google de m'illustrer une cam pour que je comprenne le mécanisme. Il dit, d'accord, je te fais ça. Hey, le graphique que ça a fait, c'était épouvantablement... c'est caricatural mauvais. Tu vois, et on parle bientôt d'agentique où ils vont tout faire pour nous comme par magie. Alors, correctement. On est loin... Sans erreur. Ça les détails, ça, oui. Écoute, ça a généré une image avec des bulles de texte, mais le texte était c'est un paquet de lettres collées ensemble, là, XZB893, comme si c'était des vrais mots.
Ça ressemble à des vrais mots si tu regardes vite, mais c'est pas en tout des vrais mots. Puis là, je me dis, ça, c'est un agent qui va remplir des formulaires pour moi. Ça devrait bien aller. Tout va Ouais, bien ouais. aller. Oui, oui. La Pixel quand même. Watch, Ben, je vais écoute, l'enfiler ici parce que... parlons-en parce que je vais compléter ton essai avec les deux accessoires que Google essaie de vendre avec son téléphone Pixel 10. La Watch 4, vous aurez compris que c'est la suite de la Watch 3, qui est vendue 479$ et qui est un appareil qui a beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Et je vais vous dire tout de suite, moyennant 4 gros dollars, vous pouvez acheter des petits adaptateurs pour pouvoir connecter le bracelet de 22 mm de votre choix sur les connecteurs de la montre qui sont propriétaires et qui sont weird. Oui. Et ça, je vous recommande fortement, si vous achetez une Pixel Watch, de vous précipiter chez le bijoutier le plus près de chez vous et de faire cet ajustement-là. À partir de là, vous pourrez mettre le bracelet de votre choix parce que la première affaire qui arrive quand on ouvre la boîte de la Pixel Watch, c'est qu'on ouvre la boîte en dessous dans lequel il y a le bracelet en silicone qui vient avec et mon Dieu qu'il est affreux. Ça enlève tout le plaisir d'acheter un produit de 479$ que de voir un bracelet à 2$ être inclus dans la boîte. Donc ça, c'est une affaire qui fait comme « Mais ça se corrige. Quelques dollars plus tard, vous avez le choix d'acheter des bracelets ensuite qui sont des bracelets de 22 mm. C'est ce qui se vend pour toutes les montres à peu près. Oui, mais n'importe ça prend l'adaptateur parce que c'est un bracelet par défaut, un bracelet qui est propriétaire. Exact. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est un léger détail qui est facilement corrigible, mais qui est quand même un peu fâchant à la base. Sinon, Pixel Watch 4, comme la 3, on a deux formats de boîtier, 41 ou 45 mm. C'est un boîtier sans bezel, sans cadre matériel, disons. Il n'y a pas un boîtier en inox qui comment on dit ça, qui encercle le cadran. Donc, c'est un cadran en forme un peu en forme de dôme très arrondi. On est allé gruger quelques pixels tout le tour pour avoir plus d'affichage que la Pixel 3. C'est une belle montre. Il y a beaucoup de cadrans fournis. Google a l'air d'être à cheval entre deux idées sur Wear OS. Est-ce qu'on le garde de style système pour montre connectée ouvert où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent ou est-ce qu'on va vraiment pousser des solutions uniques à la Pixel Watch? Ce qui fait qu'on a des cadrans proposés par Google qui sont nombreux, mais ils sont pas tous ils sont très jouets, un peu très ludiques dans leur approche. Alors qu'on peut aller chercher des applications qui offrent des cadrans tiers qui sont pas nécessairement 100% conçus pour la montre, mais qui sont peut-être plus chic, plus sérieux, plus ce que vous voulez. On est un peu entre les deux. Il y a des applications qu'on peut aller chercher sur le Play Store de Wear OS pour compléter l'offre de Google. Par exemple, Spotify existe pour la Pixel Watch, qui permet de télécharger des listes de lecture sur la montre pour les écouter hors réseau. Ce qui est pas même pratique, mais cela dit, il y a aussi une version LTE de cette montre-là. Donc, si vous voulez payer un petit peu plus par mois, vous pouvez avoir une montre connectée au réseau cellulaire en tout temps. Donc, c'est un peu l'équilibre un peu. Ce qui est le défi pour les montres qui ne sont pas l'Apple Watch, parce que l'Apple Watch intègre tout ça avec les produits Apple très naturellement. Donc, c'est un peu ça le comparatif pour Google. On intègre, la grosse nouveauté de la montre cette année, c'est qu'on intègre Gemini mur à mur. On peut parler à sa montre et à Gemini plutôt qu'à l'assistant Google, ce qui est un gros progrès parce qu'elle comprend beaucoup mieux les commandes vocales, le langage naturel. Inversement, Gemini peut nous résumer des échanges de courriels, peut nous résumer des textos très longs. Il faut faire confiance à Gemini parce que c'est pas toujours nécessairement le résumé que moi je ferais des messages reçus que je reçois quand je l'essaie. Peut aller aussi, si quelqu'un nous envoie une adresse Google, une adresse sur Google Maps d'un commerce, d'une destination, et vous le recevez sur la montre, automatiquement, elle va s'ouvrir dans Google Maps. Il y a des petits automatismes comme ça qui sont assez agréables. On a amélioré le suivi de la santé. On a refait l'application Fitbit dans la foulée de la montre. C'est une belle intégration. Et là, j'ai un blanc. Je pense que Fitbit Premium, qui est la version la plus analytique de Fitbit, est incluse pour 3 mois ou 6 mois avec l'achat de la montre. Moi aussi, je me permets de faire une parenthèse. En installant la montre, en la configurant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choix, d'options. Veux-tu intégrer Fitbit? Veux-tu ta santé? Connecte-toi à Fitbit. Approuves-tu tes transferts de données de Fitbit? C'est comme, OK, je comprends, le consentement, c'est important, puis non, c'est non, mais purée. C'est long à configurer, t'as entièrement raison. C'est beaucoup, puis tu es sur ta montre et tu veux l'essayer. Premièrement, comme tu l'as dit, tu es déçu par le bracelet qui fait pas premium, disons-le comme ça fait montre absolument pas. pour enfants un peu
Et là, ben, tu Ouais. configures. Puis là, tu démarres ton application, puis il te redemande encore de configurer d'autres trucs. C'est assez rigolo. Ah, t'as entièrement raison. Il y a... au-delà de ça, on peut demander à Gemini de nous résumer nos données de santé. Il y a un suivi du sommeil aussi qui est quand même correct. Oui. L'affaire qui fonctionne bien, c'est la détection automatique des entraînements. Je fais dans une semaine normale 4 ou 5 activités sportives différentes et j'ai l'impression qu'elle a reconnu les activités que j'ai voulu faire sans que j'ai à lui dire. Donc, c'est quand même pas si mal de ce côté-là. Et l'autonomie de la batterie est améliorée. Je disais quelque part, quelqu'un qui a réussi à l'utiliser 56 heures de suite sans la charger. Donc, vous pouvez l'utiliser de jour et de nuit pour faire le suivi du sommeil. Si vous l'utilisez avec... Je sais que ça te fait réagir avec raison, mais... 56 heures, pour moi, c'est pas grand-chose. Ça va vous donner une journée... OK, une journée d'utilisation si vous l'utilisez avec le GPS, la musique et toutes les gugus que vous pouvez utiliser dedans en un coup parce que ça va chercher beaucoup de batterie. Mais effectivement, on n'a toujours pas résolu la question de pourquoi on ne peut pas avoir une semaine de batterie sur une montre alors que bien d'autres fabricants le font. Apparemment, j'imagine, écoute, pour excuser les fabricants que les utilisateurs, c'est pas leur top priorité. J'imagine. Moi, ça serait la mienne. J'aimerais ça avoir une montre comme ça qu'on recharge une fois par semaine, puis ça serait bien correct, ou qu'on recharge jamais parce qu'il y a des capteurs solaires, mais bref. On regarde pour les véhicules électriques. Il n'y a pas 2000 km d'autonomie, j'achète pas ça. Ben, tu fais 40 km par jour, t'as pas besoin de 1000 km d'autonomie. Bon pour point. les montres, une journée, c'est suffisant. Je voulais tester les fonctions de santé, de sommeil. Je me suis réveillé, ma montre était morte. Bon, Pixel Watch était morte. Un léger détail. Et là, c'est comme... Tu as pu faire un bilan de sommeil de ta montre. Elle est endormie durant. Et la montre est morte pendant mon sommeil. Moi, je m'en suis sorti. Malgré tout cela, ça reste, à mon avis, la meilleure montre Android vendue au Canada en ce moment. Elle est très élégante. Elle est malheureusement loin de l'Apple Watch, qui demeure, à mon avis, avec une bonne longueur de bras, la meilleure montre connectée sur le marché, qui coûte plus cher, qui demande un iPhone, qui a plein d'autres défis, là, mais quand même qui offre une combinaison de matériel et de logiciels qui fonctionne pour vrai, simplement et rapidement. On n'est pas loin avec la Pixel Watch. Le Galaxy Watch... Je suis pas convaincu non plus. Samsung, ils m'ont pas convaincu. C'est la connexion avec Samsung, encore une fois. Ouais, mais en tout cas. Et pour compléter, parce que je vais en parler aussi, les Pixel Buds 2A. Oui. La Pixel Watch et les Pixel Buds, à mon avis, si vous attendez plus près de Noël, quand vous allez acheter éventuellement un téléphone et que peut-être que vous allez voir le Pixel 10 en vente, j'imagine qu'il va y avoir moyen de le bundler avec soit la montre ou les écouteurs, parce que Google va faire des spéciaux. Ils ont tendance à faire ça près de Noël, peut-être après l'Halloween, vérifiez ça. Parce que les Pixel Buds 2A, c'est essentiellement les écouteurs d'entrée de gamme de Google, 179 $. Écouteurs plus petits, plus légers, plus discrets que les Pixel Buds Pro, qui ont été lancés il y a quelques semaines, un peu moins chers aussi, évidemment. Se tiennent bien à l'oreille. Il y a une petite ailette là, qu'on s'enfonce en dessous du repli. Il y a des noms pour ça. Je ne suis pas un spécialiste de l'anatomie à ce point-là. Ils tiennent bien. Il y a une insonorisation passive. Il n'y a pas d'annulation active du bruit. Et à ce prix-là, je ne me souviens pas si les AirPods d'Apple l'ont, parce qu'il y a deux versions des AirPods de base, puis je ne sais plus c'est quoi les prix, mais c'est à peu près à ce prix-là, et ils l'intègrent, même si ce n'est pas entièrement insonorisé passivement. Donc, il y a moyen de trouver des écouteurs. Je pense que OnePlus a aussi des écouteurs d'entrée de gamme à ce prix-là qui ont l'annulation du bruit active. Donc, ça, c'est peut-être un problème en termes de... On aurait aimé ça de l'avoir, n'est-ce pas? Cela dit, le son est bon. Le volume n'est pas très fort. Ce pas des écouteurs qui sont extrêmement puissants, mais le volume, le son, si vous écoutez de la musique, c'est assez bien équilibré. C'est pas super évident de parler au téléphone avec. Il y a des écouteurs que tu as une conversation et les gens ne s'en rendent pas trop compte à l'autre bout. Ceux-là, ça coupe. Il y a des moments où il a fallu que je les enlève. C'est un peu agaçant. Il y a l'assistant Google intégré. Pour ce que ça vaut, j'ai jamais utilisé ça. Ça vient avec un boîtier qui prolonge l'autonomie. Il n'y a pas de recharge sans fil. Il faut les charger USB-C. Ce qui n'est pas une grosse affaire, mais quand même. Et les commandes tactiles sont aussi relativement limitées. L'appareil est extrêmement petit. La surface ne permet pas de faire plein de choses. Donc, ouais, c'est vraiment un appareil d'entrée de gamme qui vaut la peine, à mon avis, s'ils sont inclus pour gratuit à l'achat d'un téléphone. Sinon, je vais vous dire ceci, il y en a tellement d'écouteurs Bluetooth à 170$
qu'il y a quelque chose qui existe. Faut vraiment comparer, parce que c'est pas le choix le plus évident, je vais le dire comme ça. Donc, bon téléphone, montre correcte, écouteur moyen. C'est un peu comme ça, je pense qu'on peut résumer la patente. Mais bref, j'en parlais dans la presse cette semaine. Les ventes, le marché du sans-fil au Canada, c'est Apple à 60%, Samsung à 25% et Google qui se tient derrière et qui vient de bumper. Ils étaient pendant un bout de temps à 10%, ils ont bumpé à 16-18% l'espace de quelques semaines. Donc, on sent qu'ils commencent à se faire une place. Et ailleurs dans le monde, les pixels sont à peu près inexistants. Donc, on a vraiment un marché unique par rapport à ça. Donc, il y a peut-être quelque chose au Canada qu'on sait que les gens ailleurs dans le monde ne savent pas. Mais clairement, la combinaison de design qui ressemble beaucoup à iPhone, des appareils pliables haut de gamme et l'écosystème de gadgets semble quand même attirer un certain nombre d'acheteurs. Et on promet cette année d'utilisation de mise à jour sur les téléphones. Donc, on présume que ça doit être assez durable. Écoute, j'ai bien hâte. Je vais en faire l'essai, justement, je vais apporter le Pixel Fold dans mes bagages. Je vais m'en servir pour lire, pour consulter mes données. Bien hâte de voir. Je vais peut-être avoir des avis. J'espère recevoir la mise à jour qui va corriger les gels. C'est tout le temps embêtant. Puis l'optimisation de performance comme ça. Puis peut-être que je vais me lier d'amitié avec Gemini. Peut-être. Qui sait, ça va peut-être devenir un inséparable compagnon. Est-ce que ça termine le podcast, Alain? Ce sera tout pour cette semaine, mon cher ami. Et voilà, on va remercier nos partenaires TELUS et Plan Hub, Cogeco Média pour la mise en onde du podcast et la diffusion. Abonnez-vous. Ça coûte pas cher, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit, c'est pour vous le produit, c'est juste pour que vous receviez chaque épisode rapidement. PascalForgette.com pour me lire. Jetez un coup d'œil. J'ai mis la photo de la cam illustrée par Google, du grand n'importe quoi. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, entre autres. Et j'ai bien hâte de te revoir dans un prochain épisode. Prochaine fois, on devrait se voir, je vais être à Paris. C'est moi qui vais être en déplacement. Oui, tout à fait. Et puis, on va pouvoir vous parler d'optimisation de moteurs de recherche. C'est Planet Hoster, un de nos partenaires. D'ailleurs, regardez dans les commentaires du vidéo. Vous avez le lien pour avoir une ristourne, un gros rabais sur l'hébergement chez Planet Hoster, un hébergeur québécois qui fait aussi des grosses affaires en France. Fait que ça, c'est très particulier. Si vous avez une plateforme qui vend aussi en Europe, vous avez le meilleur des deux mondes. Exact. Et je veux dire ceci, ça a l'air froid et sec comme ça quand on parle de référencement de site web, mais ça concerne tous les gens qui vont sur Internet parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce créneau-là. Et pourquoi les sites essaient de vous attirer autant? Ah bah oui. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent et on va pouvoir tout vous expliquer ça. Oui. On envoie notre expert de calibre mondial sur place. J'ai appris beaucoup sur le sujet et un des enjeux, Alain, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, elle cherche pas pareil comme les humains. Fait que là, le gros enjeu, c'est comment on positionne nos sites pour que l'intelligence artificielle se réfère et recommande les sites qu'on fait. Si vous faites du commerce en ligne, c'est assez important pour garder votre positionnement Google si chèrement acquis. Voilà. Et ce sera dans une tasse de tech la semaine prochaine. Entre-temps, prenez soin de vous et bonne semaine. Salut tout le monde!